Il y a beaucoup de craintes concernant ce rapprochement qui s'opère entre la Chine et l'Inde. Et bien sûr, la Russie, où vous vous trouvez, est l'un des membres les plus importants du monde multipolaire, BRICS, etc. Ces trois pays se rapprochent de plus en plus. Et Foreign Policy, évidemment, un journal néoconservateur notoire, tire la sonnette d'alarme. Pourquoi l'Inde ne devrait-elle pas tomber dans le piège Russie-Chine? Mais voici la réalité dans laquelle vivent ces gens. Regardez simplement ceci. La Russie et la Chine ne peuvent pas fournir à l'Inde ce dont elle a besoin pour son développement et sa sécurité à long terme. Alors que l'Inde s'éloigne progressivement des armes russes, elle a besoin de fournitures modernes. Moscou est utile pour l'énergie bon marché, mais offre peu en matière de technologie avancée et d'investissement. La Chine est perçue avec une profonde méfiance, à juste titre, car elle est considérée comme une préoccupation majeure pour les intérêts indiens à long terme. Pour gérer la Chine, l'Inde a besoin d'alliés ailleurs. Ce sont donc les types d'arguments avancés par les néoconservateurs. Quelle est votre analyse de ce tableau mondial dans son ensemble, en particulier du rôle de la Russie, alors que ce monde multipolaire se rapproche en raison des politiques de Trump et de l'OTAN? Eh bien, écoutez, ces dernières années, j'ai assisté à plusieurs conférences des BRICS. J'ai participé aux conférences des ministres des Affaires étrangères, j'ai été à Kazan, je les ai rencontrés, j'ai interviewé des gens. L'ambiance est très colorée, très positive. Mais bien sûr, ce qui s'est passé maintenant, le catalyseur pour que les BRICS étaient en quelque sorte une idée. C'était probablement une idée. Si vous étiez sceptique, vous diriez que les BRICS ont été créés parce que c'était comme la Porsche du pauvre. C'était l'idée que puisque nous ne faisons pas partie du grand club, nous allons créer un autre club parce que nous avons été isolés. Mais ce qui s'est passé avec les BRICS, j'ai interviewé Paul Mashatile, le vice-premier ministre sud-africain, à Saint-Pétersbourg lors de la conférence de cette année, qui était d'ailleurs énorme, et nous en avons parlé. Et il a dit qu'il y a désormais un véritable sentiment au sein des pays des BRICS, que les invitations ont été envoyées pour les BRICS et que l'idée était « nous allions faire ceci, nous allions faire cela ». Et il y avait un peu l'impression que c'était comme organiser un grand dîner et prévoir de servir des Pringles et de la sauce quand les gens arriveraient vraiment. Vous voyez, il y avait un peu ce sentiment que les BRICS étaient une bonne idée, que nous allions coopérer, mais personne ne comprenait vraiment comment cela allait se passer. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que le conflit en Ukraine a été ce catalyseur, et il a démontré la valeur de ces relations et des accords déjà signés. Par exemple, l'Iran a trouvé, si l'on veut, un foyer au sein des BRICS lorsqu'il a été frappé par les États-Unis. Dans cette idée unilatérale selon laquelle il a été attaqué par Israël et les États-Unis, il avait déjà des canaux ouverts à l'intérieur des pays des BRICS. Rappelez-vous, il s'agit d'un pays qui, avant la Russie, était le pays le plus sanctionné au monde. C'est aussi le principal développeur de technologies de drones et de missiles sur Terre, et ce, malgré les sanctions. Il existe donc une continuité avec la Russie, désormais le pays le plus sanctionné au monde, qui a réussi à produire le missile Oreshnik, un missile que l'OTAN, les États-Unis et quiconque sur Terre ne peuvent même pas détecter avant qu'il ne frappe leur pays. L'idée que les sanctions allaient contraindre des peuples à la soumission et à la conformité à cette hégémonie mondiale est donc tellement absurde, insensée et téméraire. Et elle a désormais été démentie par le fait que les BRICS semblent être à l'aube de quelque chose de bien plus grand. J'entends dire que de véritables alliances pourraient être forgées, notamment pas seulement des alliances géostratégiques, mais aussi énergétiques, car en fin de compte, les BRICS étaient une forme de coopération. C'était presque calqué, dans une certaine mesure,
sur la communauté économique européenne des années 1970, qui bien sûr était une excellente idée jusqu'à ce qu'elle devienne l'Union européenne. Donc les BRICS ont beaucoup appris de cela. Mais quand on voit ce qui est arrivé à l'Iran, ce qui est arrivé à la Russie, et ce qui se passe avec la Chine, en particulier autour de Taïwan, et cette idée que la politique d'une seule Chine, qui est acceptée sur le papier, mais de façon très cynique, des armes sont fournies, et il y a une agitation politique contre la Chine, comme s'il s'agissait d'un régime autoritaire d'un autre côté. Ces grandes puissances, car elles le sont, des puissances régionales importantes. Et si vous ne quittez jamais les États-Unis ou Washington, et que vous travaillez pour un magazine complètement délirant comme Foreign Policy ou l'un de ces journaux, vous n'en avez jamais besoin. Et vous ne serez jamais licencié pour avoir écrit les propos les plus délirants de l'histoire dans l'un de ces journaux. Je n'ai jamais vu un seul article de journalisme responsable de la part de ces personnes qui affirmaient que la Russie serait vaincue en 3 semaines, ou que Vladimir Poutine était dans le coma à cause du diabète, ou que les Russes n'avaient plus que 4 missiles. Des choses comme ça ont été publiées, souvenez-vous, il y a 3 ans. Et nous voilà aujourd'hui avec les mêmes personnes qui les ont publiées et qui disent qu'il faut les arrêter. Un ami à moi, Brian MacDonald, un journaliste irlandais basé ici, a inventé en 2015 le terme « russophrenia ». Ce terme signifie que vous croyez que la Russie est en train de s'effondrer de façon imminente. Toute la société russe s'écroule, vous risquez d'être poussé par la fenêtre, vous allez être envoyé au goulag. Mais aussi en même temps que la Russie va conquérir le monde. Comment est-ce possible? Comment la Russie parvient-elle à menacer l'ordre mondial tout en étant en perpétuel effondrement? Cela résume le fantasme délirant des think tanks de politique étrangère et la manière dont cela influence les décisions politiques de personnes qui, franchement, auraient insulté des gens comme Donald Trump, qui, rappelons-le, vit sur un somptueux terrain de golf. C'est un homme qui a été élevé dans une école militaire d'élite, loin de la civilisation, puis qui a lancé son empire commercial avec un petit prêt d'1 million de dollars de son père. N'oublions pas à qui nous avons affaire, qui façonne la politique. Et aussi, c'est presque comme si nous étions à la cour du tsar orange maintenant. Il y a un excellent livre, La cour du tsar rouge, où Staline pouvait vous regarder d'une certaine manière, ce qui signifiait soit que vous alliez être promu, soit qu'autre chose allait vous arriver. Je vois la même dynamique dans le bureau ovale de Trump. Dans mon émission, je fais des Moscow Mules. Cette semaine, nous avons examiné cela. Nous avons compilé tous ces moments où presque il faut entrer dans la pièce à reculons comme un vassal médiéval en se disant « Surtout, ne le contrariez pas, quoi que vous fassiez ». Et cela ne contribue pas à une politique étrangère proactive et incisive. C'est pas le cas. Cela contribue à une conformité pseudo-religieuse avec un ego qui veut résoudre les guerres même si elles ne l'ont pas été. Il faut donc comprendre que les BRICS le voient. Il y a des gens très intelligents à Téhéran, très intelligents à New Delhi, très intelligents à Moscou. À mon avis, si je joue aux échecs, je sais de quel côté de l'échiquier je veux être. Et cela va sans dire, la plus grande économie manufacturière du monde, la plus grande démocratie du monde, le plus grand fournisseur d'énergie du monde. Et ce sont des économies en croissance. Tandis que de l'autre côté de la table, vous avez Ursula von der Leyen, Kallas, Donald Trump et M. Navarro, qui à la fin de sa déclaration aujourd'hui, en disant qu'ils allaient punir l'Inde, a conclu « Voilà mon histoire et je m'y tiens ». Vous imaginez? J'espère que cela répond à votre question. Je voudrais juste ajouter quelque chose à cela. Je vais peut-être voir si Chey est d'accord avec moi ou non. La menace de sanctions secondaires contre toute personne commerçant avec la Russie, puis s'en prendre à l'Inde sur cette base,
Je pense que Donald Trump mérite une récompense de la part des BRICS. Je veux dire, parce que cette décision est un coup de maître pour les BRICS. Donald Trump a fait plus, et Peter Navarro a fait plus pour les BRICS que quiconque. Il devrait recevoir la médaille de la liberté. Qu'en penses-tu, Shay? Médaille de la liberté des BRICS. C'est évident. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, d'accord? Vous savez, pourquoi diable ces puissances émergentes ici, qui ont des alliés et qui ne sont pas isolées, pourquoi le feraient-elles? J'ai récemment écrit que si l'Inde cède et plie le genou face à cette pression économique des États-Unis, elle accepte en fait de ne plus être souveraine. Parce que peut-être qu'à l'époque d'après-guerre, lorsque les États-Unis ont instauré leur hégémonie avec la mise en place du dollar, une monnaie basée sur la dette, en Afrique, ils l'ont fait aussi en Europe. Le plan Marshall n'était pas seulement destiné à reconstruire l'Europe. Il s'agissait de cultiver la dépendance au dollar, un système monétaire mondial fondé sur la dette. Et vous savez, les États-Unis n'ont pas forcément besoin d'envahir votre pays. Il peut simplement vous dire, vous savez, nous allons rappeler vos prêts ou nous allons vous mettre sous pression économique. Vous ne pouvez pas faire ça avec l'Inde. Vous ne pouvez pas faire ça. Ils n'ont pas réussi à le faire avec la Russie. Rappelez-vous, les États-Unis ont mis en place plus de 13 000 sanctions contre la Russie. Et il y a seulement 10 jours, le président américain a serré la main du même homme qu'il sanctionnait. C'est une situation absurde. Bien sûr, ce qu'il devrait faire, comme l'a dit Jeffrey Sachs, un homme très instruit, bien plus intelligent que moi, c'est combler cet écart en devenant partie prenante d'un monde multipolaire. Personne n'a de problème avec le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. C'est le dollar qui a un problème avec le reste du monde. Ce n'est pas l'inverse. Vladimir Poutine l'a dit à de nombreuses reprises. Nous n'avons pas de problème avec le dollar, ni avec le commerce avec les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui essayent d'utiliser une bonne idée comme une arme contre nous, et ils ne vont pas le tolérer. Donc je pense que si les BRICS, et si un monde multipolaire, une expression très utilisée, j'en suis un peu lasse car elle est très critiquée et souvent mal employée, si cela doit se produire, je pense que nous sommes dans le creuset, cette fournaise de pression qui a été créée maintenant. Je n'imagine pas Modi, Xi et Poutine se regarder, et cette réunion va avoir lieu le 3 septembre, dans quelques jours, où la Chine d'ailleurs va également mettre en avant ses vastes investissements et développements militaires. Je n'imagine pas ces hommes se regarder à travers la table et dire « Je suis terrifié. Et toi, comment tu te sens ?» Nous devrions probablement nous rendre. Qui veut sortir en premier avec sa femme? Je ne vois pas ces hommes le faire. Et si vous vous souvenez, lorsque le président Xi a visité Moscou, j'étais là. J'étais au Kremlin. J'ai vu le président Xi quitter le Kremlin et Vladimir Poutine l'accueillir. Et nous les avons entendus dire « Nous sommes à l'aube de l'histoire. Nous allons définir cette ère à venir pour nos peuples et l'un pour l'autre. » Ils se sont dit cela à l'époque, et je ne pense pas que c'était une déclaration insincère. Et maintenant, les Américains et les Européens, qui sont moins importants, les Américains, de manière très maladroite, ont complètement ouvert la voie à la Chine, à l'Inde et à la Russie pour s'y engouffrer, pour fabriquer des briques, quelque chose de bien plus concret et puissant que lorsque ce n'était qu'une idée. Oui, au bout du compte, le G7, toutes ces organisations mondiales, les organisations multilatérales, tout repose sur la confiance. Même l'OMC repose entièrement sur la confiance. Chaque traité repose sur la confiance. Donc lorsque les pays des BRICS se réunissent, la force des BRICS, comme celle de n'importe quelle de ces organisations, c'est qu'il existe une confiance implicite selon laquelle chacun tiendra ses engagements envers ses partenaires. Donc, nous allons faire ceci pour vous et ce sera dans 10 ans. D'accord, on signe. Vous pouvez compter là-dessus.
Tout cela s'est effondré avec les États-Unis. Comme Lavrov l'a dit célèbrement, ils ne sont plus capables de respecter un accord. C'est la fin. Être capable de parvenir à un accord, ou au moins faire semblant de se soucier de ses alliés, au moins faire semblant, c'est la base de l'hégémonie américaine. Parce que les États-Unis ne peuvent pas être l'hégémon mondial sans partenaires, sans personne pour les aider. Et maintenant, ils perdent leurs partenaires, ils menacent leurs alliés de sanctions secondaires, ils menacent tout le monde de tarifs punitifs. C'est complètement insensé. Donc vraiment, je veux dire, Donald Trump accélère en quelque sorte le déclin des États-Unis en tant qu'hégémon mondial. Mais la partie vraiment drôle de cet article de Foreign Policy que Danny nous a montré, c'est que l'auteur Crabtree, ou peu importe son nom, dit « Eh bien, vous savez, c'est vrai, la Russie est bien pour l'énergie bon marché, mais il faut plus que ça. Non, l'énergie bon marché est la base de toute votre économie. Qui refuserait de l'énergie bon marché, à part, vous savez, l'Allemagne et l'Europe. » Alors ils commettent un suicide économique. Ces gens vivent dans un tout autre monde. Et c'est incroyable qu'ils aient un emploi stable à écrire sur la politique étrangère. Et avec la Chine, c'est comme si l'Inde avait le droit, sans aucune justification, d'être menacée par la Chine. Pendant ce temps, c'est l'administration Trump qui impose des droits de douane de 50%. Et ce sont l'administration Trump et l'Europe, ensemble, qui cherchent constamment qui sanctionner ensuite à propos de la Russie. Et tout cela arrive à un point critique. Je veux dire, il y a aussi, vous savez, lors du jour de la victoire en Chine, vous allez voir la RPDC, la Corée du Nord, vous allez voir. Je veux dire, tout le monde vient du monde multipolaire. Et beaucoup de ces pays n'ont pas de bases militaires américaines. C'est essentiellement une réunion, ce que beaucoup de néoconservateurs appellent l'axe du bouleversement. Mais il y a aussi la situation à Gaza, le conflit en Ukraine. Il y a tellement de choses, à mon avis, qui tirent les États-Unis vers le bas. Et la classe politique américaine, l'establishment de la politique étrangère, ils sont tellement prêts et disposés à sombrer. Alors, quelle est votre évaluation de la situation globale, en prenant en compte non seulement ces théâtres, mais aussi la position générale dans laquelle se trouvent les États-Unis en tant qu'hégémon mondial? Eh bien, la situation générale est, juste pour ajouter rapidement à ce que tu as dit à propos de l'Inde et de la Chine. La réaction de la Chine à la menace de Trump de sanctions secondaires contre l'Inde a été de lever les restrictions à l'importation. Donc, toutes ces restrictions entre la Chine et l'Inde, qu'elles soient liées à la concurrence ou à certaines applications militaires, la Chine a annoncé qu'elle allait immédiatement les assouplir. La Chine l'a fait intentionnellement. Ils l'ont fait pour montrer à l'Inde, ne vous inquiétez pas, nous allons augmenter notre commerce et nous rapprocher. Nous allons avoir une meilleure relation et ce sera gagnant-gagnant. Donc je veux dire, qui d'autre que Donald Trump aurait pu provoquer cela? Mais c'est pas ce que Trump avait l'intention de faire. Même si tu lis QAnon, ils diront probablement qu'il s'agit d'un coup de maître en 5D. Trump essaye vraiment de renforcer le monde multipolaire et d'accélérer toutes ces bonnes choses pour le monde multipolaire, si l'on croit à ce genre de choses. Mais de manière générale, je pense que l'Iran reste le pivot ultime entre l'Asie de l'Ouest, l'Asie de l'Est et le sous-continent asiatique. Donc d'un point de vue géopolitique, pour tout ce que la Chine aimerait accomplir avec l'initiative La Ceinture et la Route, et tout ce que les pays des BRICS voudraient réaliser, l'Iran, et on pourrait y ajouter l'Azerbaïdjan, ainsi que tout autre État frontalier, je pense que c'est la clé. C'est le pivot géopolitique essentiel, sans aucun doute. Et donc, il y aura beaucoup d'énergie déployée de la part des États-Unis et d'Israël pour saper l'Iran.
Parce que cela nous ramène à cette question éternelle concernant Israël. Est-ce que la queue remue le chien, ou Israël est-il une tête de pont pour l'impérialisme occidental? Et ma réponse a toujours été que c'est les deux. C'est une relation symbiotique dans laquelle les États-Unis soutiennent Israël, lui permettent d'exister, lui permettent de poursuivre le projet du Grand Israël, à condition qu'Israël reste un atout pour l'impérialisme et l'hégémonie anglo-américaine. Et quand je dis anglo-américain, je parle des Britanniques et des Américains, car ils dirigent toujours l'Europe. L'Europe, en général, ne fait que jouer les seconds rôles face à l'establishment anglo-américain. Même si, collectivement, l'Europe aurait pu et était très proche de surmonter cela juste avant le Covid, avec l'avancée de l'Union européenne de défense et d'autres initiatives similaires. Mais cela ne s'est pas produit. Et puis, à la place, nous avons eu la guerre en Ukraine et l'OTAN, dirigée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, se retrouve désormais en position de force, déterminant les affaires militaires, économiques et politiques en Europe. Ainsi, on permet à Israël d'agir ainsi. Mais lorsque Israël devient un fardeau, je pense que l'establishment anglo-américain doit repenser l'avenir d'Israël. Il exerce une emprise très forte, politiquement et financièrement, aux États-Unis, sur le législatif, sur l'économie politique américaine, et il en va de même pour l'Europe. Nous parlons de milliers d'organisations, de lobbies israéliens et d'organisations d'intérêt que l'universitaire britannique David Miller a cartographiées. Rien qu'au Royaume-Uni, je crois qu'il y a 3000 organisations, et au sommet de cette pyramide, quelques dizaines. Donc aux États-Unis, probablement autant, voire plus, en termes de nombre. C'est donc profondément ancré dans le tissu et la biosphère de la politique américaine, mais aussi européenne. Mais l'argent, où est le capital? Où vont les investissements directs? Où la City de Londres investit-elle en Europe? Où vont-ils obtenir le meilleur retour sur investissement? Est-ce en Occident ou en Orient? Et bien sûr, c'est en Orient, car c'est là que se trouve la croissance. C'est là que se trouve l'innovation. C'est là que l'expansion a lieu. C'est là que les infrastructures sont construites. Et c'est là que vous avez des gouvernements comme la Chine, comme la Russie, qui ont pris en main l'État, peut-être l'Inde dans une certaine mesure. Je ne connais pas aussi bien les politiques de Modi en matière d'économie dirigées par l'État, mais je connais celles de la Chine et de la Russie, et cela apporte stabilité et prévisibilité. Où allez-vous investir? Où allez-vous investir? Bien sûr, le capital va automatiquement se diriger vers la stabilité et la prévisibilité, car c'est là que le rendement sera. Donc cela pourrait à terme surpasser l'héritage du sionisme et son incroyable mainmise sur la politique étrangère américaine, ainsi que sur la politique européenne et la politique intérieure européenne. Le lobby sioniste et israélien a créé une alliance avec l'extrême droite en Europe et aussi, dans une certaine mesure, aux États-Unis. Mais si l'on considère Trump et MAGA comme l'extrême droite, pour moi ce n'est pas la même chose. Mais avec l'extrême droite populiste en Europe, Israël a fait un effort absolument concerté pour coopter et construire des alliances sur toutes ces questions. Ils orientent donc la conversation sur l'immigration, sur les musulmans en Europe. Elon Musk a maintenant été récupéré dans cet effort également, cet effort d'agitation, cette guerre culturelle en Europe. Alors, qui est à l'origine de tous ces flux migratoires, Danny, vers l'Europe? Eh bien, commençons par la Libye. Ensuite, regardons l'Irak, puis la Syrie, puis bien sûr la Palestine, mais examinons aussi quelques autres conflits. Regardons l'Afghanistan. Donc l'OTAN et Israël par procuration, qui sont de grands influenceurs de la politique étrangère américaine. Tous les grands flux migratoires vers l'Europe, au cours des 30 dernières années, sont le résultat de l'OTAN et des interventions, ainsi que de l'implication israélienne. J'inclus aussi le Soudan là-dedans, sans aucun doute,
Et j'inclurai également la Corne de l'Afrique. Il y a la Somalie. Oui, la Somalie. Je veux dire, continuons. Jusqu'où veut-on aller? Donc, quel est le don qu'Israël dit en gros à l'extrême droite en Europe? Nous menons votre combat ici. Nous tenons les portes de Vienne. C'est l'argument de vente qu'il présente à Orban en Hongrie et partout ailleurs. Et pendant ce temps, Israël fait tout ce qui est humainement possible pour encourager la migration vers l'Europe, puis diviser les gens selon ces nouvelles lignes prescrites qui sont, vous savez, pro-Israël. Soit vous êtes pro-Israël, soit vous êtes pro-musulman, soit vous êtes pro-Israël, soit vous êtes pro-immigration. Vous voyez à quel point ils ont fait cela de manière très habile et intelligente. De nombreux universitaires ont écrit à ce sujet. Il y a eu des livres écrits à ce sujet. Il existe de nombreux articles, même dans la presse israélienne. Donc ce que je vous dis n'est pas, vous savez, une connaissance ésotérique. D'accord? Mais ce que je vous dis n'a pas encore vraiment fait son chemin dans la conversation politique européenne de manière significative. Ainsi, des personnes comme Elon Musk et d'autres profitent de l'ignorance des partisans de Tommy Robinson et des foules en colère qui, vous savez, soutiendront Nigel Farage sur une seule question politique, à savoir les bateaux. Quelques milliers de personnes traversant la Manche en bateau. Et ils essaieront essentiellement de prendre le pouvoir lors des prochaines élections générales sur la base de cette seule question. Alors qu'en réalité, c'est bien plus complexe que cela, c'est bien plus profond que cela. Cela concerne la planification et la stratégie géostratégique au plus haut niveau des institutions, des banques d'investissement, des entreprises transnationales et des gouvernements. Et donc si les gens comprenaient vraiment cela, ils envisageraient la question de l'immigration très différemment. Mais c'est ce qui façonne la politique européenne en ce moment. Cette unique question. J'ai toujours pensé, Patrick, que ce qui se passe à Gaza et en Asie de l'Ouest, cette guerre pour laquelle Israël se prépare, la deuxième manche, avec les États-Unis qui réapprovisionnent ses systèmes de défense aérienne pour repartir à l'assaut, alors même qu'Israël est complètement et totalement enlisé sur le territoire de Gaza, transformant littéralement la zone en champ de massacre. La raison pour laquelle les États-Unis tiennent tant à soutenir Israël, c'est en grande partie parce que, comme tu l'as dit, c'est un atout. Et peu importe à quel point cela semble irréel, vous savez, on peut regarder cela et se dire « Waouh, un génocide ». C'est vraiment difficile à accepter pour une classe politique censée représenter les Américains, ou même pour des politiciens européens censés représenter les Européens. Il est vraiment difficile d'accepter qu'ils soient prêts à tolérer un génocide, voire à y participer, et même à le diriger dans de nombreux cas, afin de faire ce que vous avez dit. Couper la Chine, couper la Russie, transformer l'Asie de l'Ouest, transformer le Caucase, transformer toute cette région en une sorte de barrière où ils ne doivent pas aller, où les infrastructures chinoises, le commerce militaire russe, le commerce chinois surtout, ne peuvent pas passer. Mais je pense que la conclusion logique ne peut être que, oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Cela ne fonctionne pas très bien, mais c'est l'objectif. Oui, le corridor de Zangezur, je n'arrive pas à le prononcer, mais ce qu'il prévoit de faire avec l'Arménie, en gros le retournement de la politique arménienne ces dernières années, je n'ai jamais compris ce qui se passait jusqu'à maintenant. Maintenant, je comprends. Donc, les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés sont engagés dans cette politique géostratégique visant à perturber et saboter l'initiative La Ceinture et la Route. Ils disposent de divers outils pour y parvenir et pour faire dérailler tout effort de création d'un corridor central reliant essentiellement la Russie via l'Iran à l'océan Indien. Et l'Irak jouerait également un rôle important dans tout cela. Alors,
Pensez simplement à ces changements dans les routes commerciales depuis près d'un millénaire. Les routes commerciales ont suivi un certain schéma, et au cours des 2 derniers siècles, le commerce maritime a été dominé par les Britanniques, les Américains et quelques pays européens. L'économie mondiale s'est donc construite autour de cela, la géopolitique s'est construite autour de cela. L'île-monde de Halford Mackinder repose sur ce principe. Les politiques de Zbigniew Brzezinski aussi, et ainsi de suite. Les États-Unis restent enfermés dans cette logique. Les Britanniques aussi. La Chine construit, tandis que la Grande-Bretagne et les États-Unis détruisent. Ils font exploser les choses. Ils détruisent. Ils sabotent. C'est la seule politique discernable que je perçois en termes de vision globale. L'Asie, la Chine en particulier, mais aussi l'Inde et d'autres pays, veulent construire, tandis que l'Occident cherche à détruire. Et c'est là que réside l'affrontement. Il y a un énorme potentiel de conflit ici. Ce qui se passe à Gaza, ce qu'il y a de plus terrifiant, et croyez-moi, c'est terrifiant, c'est qu'il m'est difficile de m'asseoir et de réfléchir à tout cela. La violence, la destruction, le sang, les tueries, l'utilisation délibérée de la force militaire contre des zones civiles densément peuplées. C'est grave, c'est vraiment grave. Le nettoyage ethnique, le génocide de la population palestinienne autochtone, c'est tout simplement indicible. Nous n'avons jamais vu quelque chose de semblable de notre vivant. Jamais, à l'ère moderne. Mais ce qui est encore plus effrayant, est-ce cela, ou le fait que personne ne puisse intervenir pour l'arrêter, que personne ne puisse freiner Israël, ou le soutien américain à Israël, ou le soutien britannique, et que les gens tournent autour du sujet en disant « Oh, eh bien, vous savez, ce n'est pas... » J'ai eu une conversation avec quelqu'un ce week-end lors d'un événement. Cette personne ne connaissait pas mes opinions, mais j'ai commencé avec une question d'ouverture. J'ai dit, y a-t-il un génocide des Blancs en Europe? Parce qu'on entend souvent cela, il y aurait un génocide des Blancs, le discours du groupe de Nick Fuentes, un génocide des Blancs, et ce sera pas sûr. Les gens de droite, oui, diront qu'il y a un génocide blanc en cours. Et ensuite, ce sera, y a-t-il un génocide à Gaza? Pas vraiment, je ne veux pas utiliser ce mot, génocide. C'est un peu fort. Voilà où nous en sommes. Et ce n'est pas une bonne situation, ni politiquement, ni intellectuellement, à l'échelle de la société. Beaucoup de gens croient des choses qui sont tout simplement fausses, et leur vision politique se construit là-dessus. Ils sont la proie de personnes comme Elon Musk et des oligarques milliardaires qui jettent de l'argent pour diviser la population. On dirait presque qu'ils veulent provoquer une guerre civile et peut-être même une 3e guerre mondiale dans la foulée. C'est ce qu'il semble. Du moins, ce sont les signaux qui sont envoyés. Et donc, vous savez, je pense qu'en Occident, ils sont dans une situation vraiment, vraiment difficile. Et la réputation d'Israël est irrémédiablement entachée. Elle ne s'en remettra jamais. Les Israéliens avanceront dans l'histoire en niant leur identité israélienne. Ils voudront s'identifier à une autre nationalité. Cela va arriver. Ils sont donc très proches d'obtenir leur solution finale à Gaza. Mais ce faisant, c'est le pacte faustien ultime. Ils perdent leur légitimité et ils perdront probablement à terme leur État juif en conséquence. C'est ainsi que l'histoire se déroule. Mais la question est de savoir quel type de dégâts pourraient être causés dans l'intervalle pendant que ce processus a lieu. C'est ça qui fait peur. Et qui va l'arrêter? Y a-t-il une nation, même une nation européenne, qui pourrait se lever et dire « Nous allons imposer un embargo à Israël. Qui est avec nous ?» et le faire publiquement, en mettant tout le monde au défi sur le plan moral. Est-ce que ça existe? Est-ce que ce sera le prochain président américain? Comment cela va-t-il se produire? Si cela n'arrive pas, je pense que nous allons avoir des problèmes, personnellement. Je ne suis pas alarmiste, mais j'analyse la situation
Et je cherche qui va défendre et protéger ici. Il n'y a personne. Donc je suis inquiet. and tackle here. There's nobody. Yeah. So I'm worried.